Alors Régis Le Sommier, bonjour. Vous n'étiez pas là lundi, mais on vous retrouve aujourd'hui pour compenser, on va dire. Effectivement, alors le sujet qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, c'était la question du service militaire. Emmanuel Macron le propose. On va y aller de but en blanc. Il a proposé un service militaire volontaire. Ce sera normalement expliqué aujourd'hui ou demain. On connaîtra le détail de toute cette affaire. Il supprime le SNU, il met en place cette proposition de service militaire volontaire. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça peut être mauvais, un service militaire volontaire, en fait? Non, je pense que c'est pas du tout mauvais. Simplement, la vraie question, c'est la sincérité de la démarche. Est-ce que c'est une démarche qui s'inscrit dans l'installation qu'on sent bien chez Emmanuel Macron avec la communication élyséenne, péri-élyséenne, parfois maladroite, celle du général Mandon, justement, sur le fait qu'il faut accepter de voir nos enfants mourir et des choses comme ça. On sent bien qu'il y a cette décision s'inscrit, on va dire, dans des bruits de bottes qui se font quand même sentir de plus en plus, même si c'est à l'horizon 2035, on est quand même dans on va recruter dans ce service, les estimations, c'est peut-être 50 000 volontaires, 3 000 pour l'année prochaine. On est quand même dans des effectifs à taille relativement modeste. Il faut quand même préciser que ça va coûter, le Haut Commissariat au Plan l'a évalué à 1,7 milliard d'euros quand même. Alors, les chiffres effectivement qui sont donnés, c'est 400 millions annuels pour 10 000 jeunes. Donc 10 000 jeunes, ce serait l'objectif en 2027. Donc 2027, on arrive à 400 millions par an. Et ensuite, pour atteindre les 50 000, ce qui est l'idéal, on va dire, à 2035, c'est 2 milliards par an pour le coup, oui. Oui, donc là, on est quand même dans des chiffres assez conséquents. Il y a une volonté. Ce qui est intéressant, c'est que ça part. J'évacue la question de la guerre en Ukraine, de la Russie, de la menace russe, etc. pour constater l'état de la France et de ses rapports à l'armée. Aujourd'hui, la chose militaire concerne une toute petite partie de nos concitoyens, même si elle est importante. On a une armée de 200 000 hommes et que c'est 1 ou 2% de la population. Et un sondage expliquait justement que 97% des Français n'ont quasiment aucune connaissance ni aucune connexion avec l'armée. Alors, le service militaire, pour moi, personnellement, je trouve que ça a été un des grands échecs de Jacques Chirac, cette suppression du service militaire. Il y avait un creuset qui se faisait. On prenait la mesure du pays, comme on disait. Pour certains qui sortaient de milieux ou ruraux ou bourgeois, peu importe, on prenait pour la première fois, on goûtait à la mixité sociale, et un service militaire changeait beaucoup de choses dans la vie, et ça prenait vraiment la dimension du pays. Parfois ça suscitait des vocations, certains appelaient, rejoignaient les rangs de l'armée à la suite de leur service militaire. Aujourd'hui, ce lien ayant été rompu, on sent bien qu'il y a une volonté globale, pas que d'Emmanuel Macron. La plupart des candidats, Marine Le Pen l'avait inscrit dans son programme à la dernière présidentielle, plusieurs, même Jean-Luc Mélenchon. Donc on est dans un cas où on cherche à recréer le lien entre l'armée et la nation. D'ailleurs, Jordan Bardella a dit qu'il était favorable à cette idée d'un service militaire volontaire, encore une fois. C'est vrai qu'on critique souvent le manque de moyens mis dans l'armée française. Vous, Régis Le Sommier, faites aussi cette critique régulièrement en expliquant qu'en fait on n'a pas les moyens aujourd'hui de nos ambitions, des ambitions françaises. Est-ce que un service militaire de cette façon pour constituer une armée de réservistes, est-ce que c'est le bon moyen d'y arriver, ou alors est-ce qu'il faudrait plutôt se concentrer sur une forme d'armée de métier et sur une armée spécialisée? L'armée de métier, on peut toujours trouver des mesures incitatives pour encourager les jeunes à la rejoindre. Il semble quand même que l'armée de terre en particulier, la marine, font des campagnes de recrutement régulièrement, mais que ces campagnes n'atteignent pas les objectifs. Là, encore une fois, on est passé dans un temps
où l'armée n'est plus aussi présente qu'elle l'était avant. On est aussi face à une génération d'hommes politiques qui n'ont pas connu le service militaire ou qui n'ont pas eu de relation avec l'armée. Ce qui est même intéressant d'ailleurs, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même n'a pas fait son service militaire. Pourtant, étant de 77, il aurait dû le faire. Il faisait partie des dernières classes à l'époque où c'était obligatoire. Il a prétexté à l'époque ses hautes études. Voilà. Beaucoup de gens se faisaient réformer justement bien à cette sûr, époque-là. Pour continuer leurs études, et Emmanuel Macron en a fait partie. Donc on est face à une classe politique d'hommes, pour les plus, on va dire pour une grande majorité qui n'ont pas de connexion avec l'armée. Et il est important, me semble-t-il, aujourd'hui, parce que on prend conscience à la faveur de la guerre en Ukraine du fait que ça sert à quelque chose quand même d'avoir une armée. Pendant 40 ans, on nous a expliqué que c'était la variable d'ajustement du budget décroissant et on a sabré l'armée, certains présidents peut-être plus que d'autres d'ailleurs, et ces 40 ans on va dire de réduction des budgets militaires qui nous mènent à une situation aujourd'hui où on se dit quid si un conflit majeur se produit, et un conflit majeur est possible, et on le voit avec l'Ukraine, on le voit avec le retour de la guerre de haute intensité. Alors justement, ce qui semble assez paradoxal, je pense, pour beaucoup de Français, c'est qu'en fait, ils ne voient pas dans quel contexte un conflit de haute intensité pourrait arriver au point d'aller impliquer des réservistes. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, bon, notre armée de métier, elle a quand même 200 000 hommes aujourd'hui en France. L'objectif, c'est d'ailleurs de la monter à 210 000. Il y a cette armée de métier, les gens ne voient pas forcément dans quel contexte on pourrait rentrer dans un conflit de grande ampleur, et donc se pose presque une question, parce que l'angoisse des Français, c'est d'abord plus, je pense, la guerre civile que la guerre en fait extérieure. Et à ce moment-là, est-ce que c'est une bonne idée forcément d'entraîner en fait, de mettre le pays au service militaire volontaire, alors qu'en fait il y a toutes ces tensions en fait internes à la société? Est-ce que vous pensez que ça pourrait apaiser la société, ou au contraire que ça entraînerait plutôt ce qu'on appelle la 5e colonne parfois? Non, moi je pense que les missions de l'armée, elles sont... D'abord, les missions de l'armée, c'est pas d'intervenir dans les banlieues, hein. Je pense qu'on l'a dit, et il faut le répéter, le fonctionnement de l'armée n'est pas adapté à cela. On prend toujours en disant si à la guerre civile, l'armée interviendra. Mais bon, avant cette guerre civile, il existe quand même un certain nombre de corps, on va dire, qui sont désignés, qui ont été façonnés pour répondre aux questions de sécurité, et éventuellement, si une guerre civile se produit, pourront intervenir. Bref, on est quand même dans deux logiques complètement différentes. Non, les appelés du service pourraient peut-être, en cas de guerre, on va dire, garder le territoire. Ce qui est intéressant, c'est que si on forme 50 000 jeunes dans le cadre d'un service militaire volontaire, on aura des Français qui auront des notions de maniement des armes. Vous avez des pays comme Israël ou la Suisse où vous avez beaucoup de gens dans la population qui connaissent le maniement des armes. Mais ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Nous, en France, on n'a pas cette notion-là. Et donc, le fait d'injecter, on va dire, dans la population cette formation, ou de recevoir cette formation, évidemment, moi, je pense que ça nous renforcera. Après, les problèmes intérieurs, les combats à mener ici, effectivement, pour moi, personnellement, me semblent plus importants, notamment le narcotrafic qui, aujourd'hui recoupe des dimensions tentaculaires qui occupent la plupart de nos autorités. Je viens de réaliser un documentaire sur la police municipale de Perpignan. Je suis en phase de montage du documentaire. J'aurai peut-être l'occasion de revenir en parler sur vos ondes. Avec plaisir. Mais ce qui est quand même très intéressant dans le cadre d'une ville comme Perpignan, qui n'est pas la
pires villes de France. Mais c'est que, on va dire, j'estime moi à 80%, l'occupation d'un policier municipal, c'est la lutte contre les narcotrafiquants. À la fois le harcèlement des dealers, parce que c'est ce que fait la police pour essayer, on va dire, au moment de la vente d'intervenir, au moment de perturber le trafic, et puis une exigence de la part de ces policiers de taxer le consommateur. Ça, c'est aussi des choses qui, au niveau de la loi, peuvent progresser, mais la lutte contre le narcotrafic est prioritaire et me semble un combat d'urgence à une époque où il suffit pas de créer des prisons. On a, c'est certes une évolution majeure d'avoir créé ce centre où sont rassemblées les têtes de réseau, mais c'est de s'attaquer aux problèmes à la base, et notamment dans des villes comme Marseille où là, les stupes débordent tout. Voilà. Oui, et puis quitte à prendre même en fait certains quartiers totalement en otage. Et c'est ça le danger numéro un. Pas les drones russes ou le cyber, les attaques cyber qui sont certes avérées, mais qui ne me paraissent pas être une menace existentielle aujourd'hui. Effectivement, disons que au quotidien, peut-être que c'est pas ce qui nous angoisse le plus, mais revenons sur cette histoire de service militaire un instant, parce que les auditeurs semblent beaucoup réagir dans le chat sur YouTube, donc n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, chers auditeurs, et justement ils voudraient votre réponse à une question. En fait, pour eux, si on les comprend bien, eh ben, en fait, les descendants d'immigrés de manière générale, et puis en fait ceux qui ne se sentent pas français, pourraient rejoindre justement ce service militaire volontaire, ou même s'il y avait un service militaire obligatoire, être formés par ce service militaire, et ainsi s'en servir dans le cadre justement de leurs activités, d'une activité de narcotrafic, dans le cadre d'une activité même, on va dire, peut-être même islamiste, et puis ils ajoutent également que il y a un problème de... alors c'est une autre question, mais il y a aussi un problème de moyens. Oui, il y a un problème de moyens. Alors, qui bénéficient d'une formation aux armes qu'ils vont réutiliser après dans le cadre du narcotrafic ou dans des activités de terrorisme de nature islamiste. Oui, ça c'est un risque, mais on sait très bien, et on l'a vu avec le Bataclan dont on vient de commémorer les 10 ans, que ces gens-là n'avaient pas attendu le service militaire pour se procurer des armes, et que sur le dark web et dans plein d'endroits en Europe, notamment en Albanie et dans des pays classiques, connus pour le trafic d'armes, en plus avec la corruption qui existe en Ukraine et le fait que certaines armes rejaillissent un peu partout dans le monde, ces groupes-là n'ont pas de problème pour trouver des armes. Je crois pas qu'un service militaire, même si le risque est évidemment là, mais va attirer des islamistes qui vont se former, on va dire, avec l'argent du contribuable pour ensuite se retourner dans la société, contre la société dans laquelle ils habitent. Voilà, je ne suis pas certain que ça se produise. En revanche, je pense qu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire quand quelqu'un veut, on va dire, devenir français, authentiquement, sincèrement, le service militaire volontaire est peut-être aussi une manière de fabriquer des Français, puisque ça a toujours été la vocation un petit peu de l'armée, même à l'époque. Moi, j'ai un père qui était officier de marine et qui a commencé très très pauvre, et dont le Prytanée militaire de la Flèche a été c'est l'ascenseur républicain qui l'a suivi, et cet ascenseur républicain, on n'arrête pas de nous dire qu'il est en panne. Peut-être que le service militaire peut aussi permettre à des gens, pas uniquement des immigrés, des Français aussi, de reprendre une connexion avec la communauté de destin que représente notre nation. Et est-ce que vous étendez votre réflexion au service militaire obligatoire ? Alors, je ne suis pas... Je pense que le test du service militaire volontaire est intéressant. Après, il va falloir regarder les mesures incitatives. Je me suis laissé dire que l'Allemagne proposerait, je crois que c'est pas encore voté, un service militaire. On est à une solde de 2500 € en Allemagne. Ça, 2600 donc quelque chose de très attractif. En France, on n'est pas sur les mêmes montants. Je crois que c'est entre 900 et 1100 € oui, l'estimation. Donc il est clair qu'en Allemagne,
l'Allemagne, il y a quelque chose voilà, de l'ordre du plus au niveau d'incitation. Est-ce que la solde en France est suffisante et suffisamment attractive aussi, parce que c'est un élément à ne pas négliger évidemment dans l'équation. Alors, Régis Le Sommier, peut-être qu'on va peut-être élargir un petit peu le sujet à ce niveau-là, parce que une question qui se pose, c'est aussi, on voit la Pologne par exemple, qui a désormais la plus grande armée d'Europe en termes de nombre de soldats d'actifs. On voit des pays comme la Finlande, la Suisse, vous en avez parlé, qui sont des pays qui ont une quantité de réservistes assez impressionnante. L'Allemagne qui est en train de se réarmer aussi. La Suisse est le plus ancien pays à avoir une formation militaire sans jamais avoir fait de guerre. Oui. J'aime bien l'anecdote, oui, effectivement. Mais justement, une question se pose. Aujourd'hui, la France a incontestablement la meilleure armée de toute l'Europe. Comment est-ce qu'on constitue une tradition militaire, et est-ce que vous pensez que la France peut soit perdre sa tradition militaire et sa qualité militaire, soit qu'elle se fasse rattraper par d'autres pays justement qui en fait constituent eux leurs armées à marche forcée? Non, je crois que la question de la Pologne, de la Finlande, d'abord en termes de population, on n'est pas dans les mêmes volumes, et ensuite il y a une histoire propre à ces pays qui est l'histoire de la confrontation avec la Russie, tout bonnement, une confrontation qu'elle se soit faite à l'époque soviétique ou avant même. Le voisin russe est immense, et le voisin russe a eu souvent tendance dans l'histoire soit à se faire envahir, soit à envahir les autres. Donc la confrontation, elle est là. La Pologne a eu des mailles à partir évidemment avec la Russie et avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, a été dépecée, voilà, littéralement. Donc c'est des pays qui ont on va dire, des réflexes. Et quand une menace se dresse à leurs frontières, en l'occurrence grâce ou à cause de la guerre en Ukraine, la Pologne réagit avec une défense collective innée, je dirais. La France, c'est pas du tout pareil. Nous, on a une armée qui a été quelque part façonnée dans l'Empire, façonnée dans une France au-delà des mers, dans des expéditions coloniales, dans des guerres de décolonisation aussi, qui ont été très coûteuses et qui ont marqué l'imaginaire collectif et qui ont laissé des cicatrices. L'Algérie étant évidemment aujourd'hui encore un trou noir dans la conscience nationale. Beaucoup de choses ne sont pas réglées, mais la question militaire a beaucoup. Et puis en France, il faut pas oublier aussi, il y a la défaite de 39 qui reste une humiliation, qui a beaucoup atteint le moral des Français sur plusieurs générations. Et aujourd'hui, je crois que le problème, il est plus de renouer le lien. C'est-à-dire, et là, les politiques ont leur mot à dire j'ai une exigence d'action. Quand on commence à nous dire qu'il n'y a pas d'identité française, comme l'a dit Emmanuel Macron, ou de culture française, quand finalement, de reniement en reniement, il suffit de relire le livre marquant d'Éric Zemmour, Le suicide français, pour rappeler tous ces renoncements à des choses importantes de l'idéal national. Eh bien, on a d'autant plus de mal à se dire, mais pourquoi on irait se battre? Et se battre pourquoi, finalement? Puisqu'on est une masse d'individus atomisés, plus d'ailleurs tournés de plus en plus vers leur communauté d'origine. Il n'y a pas que les musulmans, les catholiques aussi, il y a du régionalisme aussi. On s'intéresse à ce qui est proche de soi, parce qu'on se dit... pourquoi se diluer dans cet ensemble et pourquoi se battre et donner son sang pour lui? Alors, pour terminer cette réflexion, je veux raconter, parce qu'il y a aussi l'échelon européen qui perturbe encore plus cette relation, c'est-à-dire que ce fédéralisme à marche forcée qui profite de la guerre en Ukraine pour essayer de s'imposer en Europe,
avec la complicité de Madame von der Leyen, mais aussi d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, toute cette classe politique est européiste. Il pense que, et le général Mandon nous expliquait tout à l'heure, quand il a fallu justifier de sa petite phrase, il nous a expliqué que les valeurs européennes étaient formidables. Bon, on ne sait pas quelles valeurs, mais bon. Je me souviens d'une réflexion que j'avais eue que m'avait livré Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Il m'avait dit qu'il était, selon lui, parce qu'il s'est intéressé, il a fait des tournées en France, il a établi des contacts en banlieue, notamment autour de son livre qui s'appelait Qu'est-ce qu'un chef juste après son départ de l'armée. Et il est allé en banlieue. Il m'expliquait d'ailleurs que la banlieue était plus intéressée par l'armée parce que ils avaient beaucoup de cousins, de frères qui étaient dans l'armée. Il y a beaucoup de minorités dans l'armée française, alors que la police était restée un ennemi. Vous voyez. Donc il y a une relation très intéressante avec les différentes parties de la France et l'armée. Et ce que me disait Pierre de Villiers, il me disait, il est toujours possible aujourd'hui de convaincre quelqu'un d'aller mourir pour la France. C'est possible. Il y a des soldats qui sont morts en Afrique, que nous avons perdus dans les expéditions, sur Barkhane, sur Serval, sur Chamal, en Afghanistan également. Nous avons perdu des hommes. Mais il me disait, c'est beaucoup plus difficile de convaincre quelqu'un de mourir pour Bruxelles. Et la simple réflexion fait sens. On va se battre pour quoi ? Pour un marché, pour un ensemble hétéroclite de 27 pays qui, certes, sont l'Europe, mais ont quoi en commun fondamentalement ? Non. Donc il faut retrouver, à mon sens, l'idéal national. Il faut recouvrer notre souveraineté dans bien des aspects. Et les hommes politiques de l'avenir, je pense, se situeront sur cette ligne et non pas sur une ligne européiste de dilution totale dans un grand ensemble dont on ne sait pas très bien où on va et dont les événements aujourd'hui d'actualité nous prouvent l'obsolescence et nous prouvent l'absence de pertinence. Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoindraient que je suis actuellement avec Régis Le Sommier, donc directeur de la rédaction d'Omerta, que vous connaissez bien, et que dans quelques minutes nous serons rejoints par Jonathan Sturel pour sa chronique, et ensuite nous aurons une petite discussion entre un face-à-face entre Jonathan Sturel et Régis Le Sommier, où nous évoquerons toujours cette question du service militaire. Effectivement, vous posiez cette question, Régis, pourquoi se bat-on ? Et déjà, aujourd'hui, quand on regarde les dernières opérations, on va dire, extérieures françaises, on pense bien évidemment à Serval, à Barkhane, à d'autres opérations dans ce même genre. Est-ce que déjà, on va dire, défendre les intérêts français, c'est encore quelque chose qui est d'actualité, avec malheureusement en fait des personnes qui sont au gouvernement qui nous dégoûteraient presque en fait de ça. Enfin, est-ce que dans le fond, c'est vraiment la mission qu'arrive à atteindre la France depuis 15 ou 20 ans au niveau strictement militaire ? Mais non, je vais être tout à fait honnête. J'ai beaucoup couvert en tant que reporter la présence de la France en Afrique. J'ai été plusieurs fois embarqué dans des opérations, tant avec la Légion qu'avec les commandos parachutistes et même les forces spéciales au Sahel. Notre action a consisté énormément à abattre des leaders terroristes et leur faire la chasse. En termes de réussite, l'objectif premier était de renforcer les armées nationales et de faire en sorte que ces pays puissent voguer de leurs propres ailes, voler de leurs propres ailes. C'est un échec total. Et le repli de la France d'Afrique est un échec total. Il n'est pas uniquement imputable à Emmanuel Macron, mais il l'est en partie. Oui, parce que les opérations Serval et Barkhane en soi étaient plutôt bien menées quand même. Étaient bien perçues, mais quand vous faites une opération, on va dire, de police ou de sécurisation d'une zone, et qu'en même temps les infrastructures, les services publics, tout ce qui fait le tissu social se délite, comme ça a été le cas au Mali, eh bien, vous pouvez pas appeler ça un succès, et vous finissez à la fin à ce que toute la population vous accuse
justement de tous les maux. Et c'est un peu ce qui s'est passé en 8 ans de Serval et Barkhane. Et c'est ça le problème. Maintenant, il existe une certaine déconnexion, et ça je le regrette, des élites qui nous dirigent, trop, je dirais, focalisées sur des questions de communication et pas assez maîtrisant leur dossier de fond. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ministres ou des envoyés sur place ou qui sont des communicants en fait et qui n'ont que très peu d'intérêt ou de connaissance même des pays. Et d'ailleurs, les militaires le ressentent eux-mêmes. Mais bien souvent, sûr, mais bien sûr. Les militaires d'ailleurs sont intéressants parce que c'est eux qui font les guerres, qui mènent ces opérations, ces fameuses OPEX, et c'est eux qui ont le contact et qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. Souvent, le gouffre entre les représentants de l'État et les militaires sur place est abyssal. Oui, c'est généralement ce qu'on entend. Nous, on a déjà d'ailleurs reçu à cet égard plusieurs officiers qui sont venus sur le plateau de Ligne Droite pour évoquer ce sujet, notamment d'ailleurs sur ces opérations Barkhane ou Serval, où en fait effectivement des personnalités. Alors même si Sébastien Lecornu était assez apprécié quand même. Oui, mais il y a des ministres appréciés. Voilà. Le Drian l'était aussi. Voilà, exactement. Voilà. Mais après, il y en a d'autres un peu moins. Voilà, d'autres un peu moins. Et j'ai envie de dire que effectivement, ils sentaient une vraie déconnexion pour beaucoup entre en fait le terrain que eux expérimentaient au quotidien et en fait les nécessités de communication de ces politiques, comme vous le disiez. Régis Le Sommier, on va faire une petite pause avec vous, mais vous restez, car nous allons écouter la chronique de Jonathan Sturel. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Jonathan Sturel, est-ce que vous êtes bien avec nous ? Bonjour, alors moi je suis bien avec vous, est-ce que vous êtes bien avec moi ? Tout à fait, alors de quoi vouliez-vous nous parler aujourd'hui ? Moi je vais revenir sur un élément d'actualité qui a beaucoup fait réagir et qui a beaucoup fait parler ces derniers temps, dont vous avez vous-même parlé tout à l'heure, c'est vous dire que c'est un sujet d'actualité, mais en essayant cette fois de l'aborder sous un angle un peu différent. Donc il sera question ici évidemment de la guerre, de la bombe nucléaire, du général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées, de Macron évidemment, inévitablement, et de l'un des aspects de la guerre hybride que nous livre le système depuis des années. Et cet aspect, c'est celui de la guerre psychologique. Alors j'ai conscience qu'utiliser ici le mot guerre peut paraître à certains abusif ou hyperbolique, alors pour me rapprocher au plus près du véritable état de tension qui existe entre les élites au pouvoir et le peuple, je dirais, ou je devrais plutôt peut-être parler de rapport de force. Et en l'occurrence, il est incontestable que ces élites sont vis-à-vis du peuple dans un rapport de force permanent, au lieu d'être à son service, comme cela était prévu initialement par la promesse démocratique. Alors j'ai dit guerre hybride, car en effet, le système combat ses adversaires par différents moyens, par la loi évidemment, en ayant créé un large panel juridique de lois liberticides, contraignantes et donc intimidantes, en laissant la justice entre les mains politisées de magistrats acquis aux humeurs de l'époque, en arrosant de subventions et de facilités fiscales tout un ensemble médiatique dont l'une des missions est de traquer les opposants pour créer les conditions de leur future désintégration sociale, laquelle passe assez souvent par une étape judiciaire avant, pendant ou après l'œuvre maléfique de la grande broyeuse médiatique. Pour nous tenir à sa merci, le système peut également compter sur le divertissement de masse, abrutissant par essence et par effet, chargé lui d'aspirer les énergies pour les détourner et les faire se perdre dans la consommation cathartique des forces vitales en général et des forces sociales en particulier. Mais tout ceci est connu de ceux qui s'intéressent à l'emprise qu'un État peut exercer sur une population. Un autre aspect moins abordé, c'est celui donc de la guerre psychologique, et je vais tâcher ici d'en décrire de manière pas du tout exhaustive une partie des mécanismes. Récemment, un personnage a fait son irruption dans le champ médiatique, un certain général Fabien Mandon, récemment nommé chef d'état-major des armées. Un personnage étonnant par son allure, par sa diction, par son attitude physique. Je pourrais parler aussi du son de sa voix, mais en réalité, cette apparence ne poserait pas de problème en soi si elle n'était pas celle du plus haut gradé des armées françaises, de celui qui, hors le président, est le plus haut dans l'ordre hiérarchique militaire, et si ce personnage n'avait pas fait son entrée dans l'espace médiatique pour y tenir précisément des propos glaçants, anxiogènes, violents, terribles, c'est-à-dire menaçants. Nous l'avons vu et entendu à l'œuvre lors de la conférence des maires de France, puis sur un plateau de télévision du service public, pour assurer lui-même le service après-vente de sa propre intervention devant les maires. Et il a là-bas réitéré ses propos, toujours glaçants, toujours anxiogènes, toujours terribles. Et il y a quelque chose de très dérangeant dans le fait d'entendre dire des choses aussi graves par un individu à l'apparence aussi frêle et surtout aussi détendu.
Alors, cette façon qui est la sienne de dire des choses aussi graves, avec ce petit regard rieur, ce petit sourire en coin, cette petite voix de castrat, avec ce petit air de ne pas y toucher, en usant du même ton léger que s'il parlait de la météo du jour ou d'une recette de cuisine, alors qu'il évoque la guerre potentielle entre des puissances nucléaires, me fait penser à ce mot redoutablement pertinent de l'écrivain contre-révolutionnaire du 19e siècle, Louis de Bonald, qui disait, je cite, on peut être modéré avec des opinions extrêmes. C'est ce qu'affectent de ne pas croire ceux qui sont violents avec des opinions faibles et mitoyennes. Ce propos, vous pouvez le retrouver dans un petit livre qui s'appelle d'ailleurs Pensées sur divers sujets de Louis de Bonald à la délégation des siècles, c'est ma maison. Ça, c'est la petite fenêtre de publicité, c'est cadeau. Donc culturellement et même du point de vue de la chimie du cerveau, nous associons automatiquement les propos graves et terribles à une certaine façon elle-même grave et terrible de les énoncer. De même que nous associons la légèreté de propos avec la légèreté de ton. Dès que ces types différents se croisent et que l'on entend un homme dire des choses graves et terribles avec une légèreté qui détonne, cela crée en nous, culturellement et même du point de vue de la chimie du cerveau, une dissociation perturbante, un sentiment de quelque chose qui ne va pas, qui dissonne, qui dérange, qui trouble, comme si nous voyions un assassin commettre son crime barbare avec le sourire en chantonnant du Charles Trenet. C'est pour cela d'ailleurs que les films d'horreur utilisent fréquemment la figure du clown ou de la poupée pour enfants pour incarner des personnages malfaisants. Parce que culturellement, et donc aussi du point de vue de la chimie du cerveau, nous associons la figure du clown et celle de la poupée pour enfants à des fréquences morales et émotionnelles positives, drôles, familières, rassurantes. Et donc les voir subitement dans un film qui tue, qui massacre, qui font couler le sang, soit autant d'éléments que ces mêmes fréquences morales et émotionnelles associées au mal, à la souffrance et au négatif, cela, cognitivement parlant, perturbe et nous effraie. Nous nous étions habitués à l'inversion des valeurs. Il faut maintenant composer avec le croisement des types graves et légers et nous habituer à entendre des gens énoncer, sourire en coin, yeux rieurs, que nous irons peut-être bientôt à la guerre nucléaire, le tout entre deux jingles festifs sur un plateau de télévision, le tout entre un extrait du dernier album de telle chanteuse à la mode et une chronique sur les bienfaits du magnésium sur l'organisme. Comment un fatras pareil pourrait ne pas fragiliser psychologiquement nos contemporains les moins préparés, voire carrément les rendre dingues? Je retiens ici deux possibilités. Soit c'est volontairement que cette caste envoie nous annoncer ses pires déclarations par des profils aussi déstabilisants que celui du général Fabien Mandon, auquel cas nous serions véritablement en face de psychopathes authentiques, assumant ouvertement de pratiquer la déstabilisation psychologique pour maintenir la foule dans un état d'hébétude stérilisant et castrateur, soit c'est involontaire, auquel cas nous sommes face à des dirigeants immatures, inconsistants, incapables de comprendre les règles élémentaires de l'âme humaine, puériles en somme, ce qui du coup nous renvoie à ce mot de l'Ecclésiaste, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Dans un cas comme dans l'autre, vous en conviendrez, nous voilà plutôt mal embarqués. Pour terminer cependant, j'adresse volontiers ce message d'espoir à ceux que ce fatras n'a pas encore poussé dans la folie ou dans la désespérance. Vous n'êtes pas seuls et surtout, nous n'abdiquerons jamais l'honneur qui nous est fait de pouvoir être devant l'histoire, le dernier rempart contre les fous, et vive la France. Je vous remercie. Merci beaucoup Jonathan Sturel pour cette chronique. Et chers auditeurs, la matinale n'est pas finie. Nous sommes toujours avec Jonathan Sturel et Régis Le Sommier, mais nous avons besoin de vous. Je rappelle que Ligne Droite Radio Courtoisie ne vit que grâce à vos dons. Si vous n'êtes que 2%, si je ne dis pas bêtise, à donner à Radio Courtoisie. Et dites-vous bien que, encore une fois, si vous donnez 10 € à Radio Courtoisie, 100 € à Radio Courtoisie, 1000 € à Radio Courtoisie, eh bien vous ne paierez que 33% de cela, car le reste est défiscalisable. C'est bien ça, Franck ? C'est ça, et vous volez un peu d'argent à notre patron Emmanuel, vous voyez, le grand Emmanuel, donc on peut y aller, soutenir.rc.fr pour faire un don en ligne à Radio Courtoisie et lui permettre de continuer le combat et de défendre vos idées. Vous pouvez aussi envoyer vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, et comme toujours, un grand merci d'avance. Voilà, et je vois que cette émission vous fait beaucoup réagir dans le chat, n'hésitez pas à parler. Et encore une fois, si vous voulez qu'on fasse d'autres matinales de Ligne Droite, vous voulez que ça se poursuive de manière éternelle, eh bien donnez à Radio Courtoisie. Et on a même un sondage si ça vous intéresse, oui, cher Alexandre. Très bien, eh bien lançons le face-à-face et puis parlons-en. Alors, très bien. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face.
Régis Le Sommier, je vois avant toute chose que vous vouliez réagir à la chronique de Jonathan Sturel. Non, je voulais réagir, je voulais rajouter une dimension qui la façon dont Fabien Mandon a été dépeint est parfaitement exacte, c'est criant de vérité. Ce qui m'a interloqué et ce qui à mon avis a interloqué beaucoup de Français dans ses propos, et il n'y a pas que lui à avoir parlé, à avoir à être venu pour le défendre ensuite. Je pense en particulier à Raphaël Glucksmann qui a expliqué aussi que les partis politiques en France, le RN, LFI, étaient des munichois, des capitulars, etc., etc. C'est que je pense que quand les gens voient Fabien Mandon, Raphaël Glucksmann, Emmanuel Macron, ils savent d'instinct tenir ses propos et parler des enfants. Ils savent d'instinct que ces gens n'enverront jamais, ces gens qui parlent de ça, n'enverront jamais leurs enfants dans quelques cas de figure combattre dans les tranchées en Ukraine ou ailleurs. Voilà. Et c'est ça qu'il y a de plus, à mon avis, choquant dans ces propos, c'est-à-dire on retombe, on a l'impression de retomber dans des choses qu'on a perçues avant, des générals Nivelle pendant la Première Guerre mondiale et autres, qui finalement, ce qu'on appelait les planqués de l'arrière, des gens qui disent aux autres d'aller se battre, mais qui ne font pas la guerre. La guerre, elle se fait par des individus, et elle est décidée par les politiques, et c'est l'individu de base qui l'a fait, quoi. Voilà. Alors attention sur ce point quand même, Régis Debray, parce qu'on sait qu'il y a aussi énormément de dirigeants politiques de la Première Guerre mondiale qui ont perdu nombre de leurs enfants au front, même des gens qui étaient plutôt favorables à la guerre. La moitié de la classe de normal supérieur en 14 est mort au combat. Oui. C'est une guerre qui a tué le premier grande figure à être tué en 14, c'est Péguy, donc qui tue un poète, et le dernier c'est Apollinaire qui tue un poète aussi. Donc à l'époque, on allait au front, les officiers mouraient en avant de leurs hommes. C'était pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle plutôt des gens qui disent aux autres d'aller mourir et qui restent planqués à l'arrière. Et là, on a quand même cette impression-là. On se dit, mais attends, voilà, on nous demande cet effort-là, mais ces gens-là, eux, ne le fourniront pas. Alors, on a un auditeur qui nous dit qu'on est retombé dans l'ancien régime. C'est faux, parce que justement, dans l'ancien régime, bien, la noblesse, justement, allait combattre, était officier, voilà, et en fait, c'était un petit peu le principe du service, en fait, qui était donné par la noblesse. Mais je crois que, Franck, on a fait un sondage ce matin qu'on va peut-être pouvoir partager à Régis Le Sommier et Jonathan Sturel auprès de nos auditeurs. Donc. Absolument, les lignonautes sur la chaîne Ligne Droite de YouTube ont répondu à cette question. Êtes-vous favorable au retour du service militaire obligatoire ? Eh bien, écoutez, c'est très mitigé. J'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup de oui. C'est 52% de oui contre 48% de non seulement. Alors, merci Franck. Jonathan Sturel, revenons effectivement un petit peu sur cette question du service militaire un instant, si vous le voulez bien. Là, en l'occurrence, donc Emmanuel Macron propose un service militaire volontaire, mais c'est là où on a posé, nous, la question plutôt d'un service militaire obligatoire à nos auditeurs. Effectivement, 52% de oui. Est-ce que ça veut dire quand même que est-ce qu'il faut retenir ces 52%, cette majorité de oui, qui veut dire que en fait il faudrait pouvoir remettre toute cette jeunesse dans ce cadre militaire, ou alors est-ce qu'il faut retenir les 48% de non, de personnes qui n'ont effectivement pas confiance dans l'État pour l'armée, selon vous? Je vous dirais qu'en fait, il faudrait peut-être effectivement entrer dans le détail des réponses qui ont été données. Ceux qui ont répondu oui, pourquoi ils ont répondu oui? Peut-être que parmi ceux qui ont répondu oui, tous n'ont pas répondu oui pour la même raison, et la même chose pour l'autre réponse. Si on me demandait mon avis à moi, si on me l'avait demandé il y a quelques années, dans la mesure où je m'inscris dans une tradition de droite, j'aurais répondu que oui, il faut rétablir ce service, parce que je m'imaginais qu'être de droite signifiait reprendre à mon compte forcément toute idée qui s'apparente plus à la droite qu'à la gauche. Et il s'avère que le service national, le rapport, le lien entre la nation et l'armée, et cetera, a plutôt été quelque chose de droite dans la tradition de pensée, dans la tradition même politique et militaire de ce pays. Mais si on me reposait la question aujourd'hui, sur la question sur laquelle j'ai beaucoup évolué, et je vous dirais que si on devait rétablir un service militaire aujourd'hui, je n'aurais pas du tout confiance dans ce que serait ce service militaire, dans la mesure où cela voudrait dire quoi? Oui, est-ce qu'il faut renouer un lien,
recréer un lien entre la nation et l'armée, c'est-à-dire redonner à l'armée la place qu'elle a pu avoir à une époque, c'est-à-dire de faire que les civils et les citoyens d'une manière générale respectent leur armée, l'aiment, souhaitent même servir dans ses rangs, etc. C'était l'un des objectifs. En dernier, c'était le principal objectif social de l'armée, de créer du lien, etc. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut créer du lien entre la nation et l'armée, mais je ne suis pas enchanté par le fait que ce lien soit créé et assuré par les gens qui aujourd'hui nous gouvernent. Donc je suis d'accord pour que l'on enseigne à nos enfants le respect pour la figure du soldat qui va au sacrifice de sa vie parfois, qui se dévoue, qui sera toujours en première ligne pour nous protéger contre une menace extérieure et même, pourquoi pas demain, une menace intérieure. Et donc, nous leur devons quelque chose, nous leur devons notre liberté sans doute, nous leur devons notre sécurité. Donc, je suis tout à fait d'accord pour que nos enfants soient élevés, alors dans le culte de l'armée, c'est un grand mot, mais en tout cas dans le respect de l'armée. Mais je pense que cette éducation peut être faite autrement que par un service militaire aujourd'hui. Parce que si on devait confier l'enseignement des vertus militaires et entretenir le lien entre la nation et l'armée, entre les jeunes et l'armée, et si les gens qui devaient assurer cet enseignement sont les mêmes qui nous gouvernent depuis 30 ou 40 ans, j'ai bien peur que l'armée ne serait plus qu'un prétexte, un marchepied pour transformer l'objectif militaire en un objectif civique, politique évidemment. Et je m'imagine qu'entre deux cours, entre deux leçons de FAMAS, on aurait des cours d'éducation civique pour nous apprendre l'inclusivité, ce genre de choses. Donc, j'ai aucune confiance entre ces gens. Je vois ce qu'ils ont fait de notre armée depuis un certain nombre de temps. Je vois ce qu'ils ont fait de l'idéal patriotique depuis un certain nombre de temps. Je ne vois pas comment des gens qui ont à ce point abaissé le sentiment dans l'armée, le sentiment dans la nation, pourraient demain refaire une génération de Français qui croient dans la nation, qui croient dans l'armée. Donc, il faut enseigner à nos jeunes le respect de toutes ces hiérarchies, évidemment, mais le faire peut-être en dehors d'un cadre, si ce cadre devait être assuré par les gens qui nous gouvernent. Donc, en l'état actuel, si on me posait la question, je dirais, vu la configuration actuelle, je n'ai vraiment pas envie que nos jeunes soient pris en main 10 mois, 12 mois, 14 mois par la République d'aujourd'hui, parce que j'ai aucune confiance en elle et je suis absolument certain qu'elle se servirait de cette occasion pour mettre dans le crâne de nos gosses des choses qui n'auraient rien à voir avec l'objectif initial. Régis Sommier. Moi, je dirais que les gens qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut nous réarmer urgemment sont les mêmes qui nous ont désarmés pendant 40 ans. C'est-à-dire que c'est là où il y a un problème. Vous parliez, pardon, pour introduire, mais du délitement du sentiment de patriotisme, c'est exactement les mêmes personnes qui nous ont expliqué ça, exactement les mêmes. Oui, et les va-t-en-guerre d'aujourd'hui sont des gens qui nous proposent à longueur de temps une dilution dans le fédéralisme européen et qui en plus prennent prétexte de la guerre en Ukraine pour accélérer cette dilution des nations dans l'ensemble européen. Donc on est vraiment dans un paradoxe, c'est-à-dire que ils viennent nous donner des leçons de patriotisme, ils viennent finalement montrer du doigt leurs adversaires en les traitant de munichois, tout ce qu'on a entendu depuis le début de la guerre en Ukraine, mais eux-mêmes à la base sont des gens qui sont dans une idéologie anti-nationale. Voilà. Alors moi, ce que je trouve fascinant avec vous deux, Régis Sommier et Jonathan Sturel, c'est qu'en fait vous traduisez un sentiment qui est en fait assez présent chez nos auditeurs et d'une certaine façon, j'allais dire, c'est presque dommage que ce sentiment existe, mais c'est pas de votre faute, de leur faute, c'est qu'en fait il y a une si faible confiance dans les hautes institutions que en fait, et d'ailleurs c'est presque un piège dans lequel certains tombent, mais en fait on en viendrait presque à par rejet de cette classe politique qui nous a tant nui, en fait, à avoir du mal à faire la distinction entre cette classe politique qui gouverne et les intérêts de la France. Je ne sais pas si je suis... mais c'est-à-dire que l'exigence, le retour du service national volontaire, la mobilisation, on va dire le fait que Emmanuel Macron dit, par exemple hier en Angola, il explique que une nation, pour faire face à la Russie, il faut être fort. C'est le contraire qu'il a fait. Il n'a pas passé son temps à nous expliquer que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, que en fait tout ce qu'avait fait la France quelque part, qu'il n'y avait pas de culture française, et donc il passe son mandat à nous expliquer ça, et aujourd'hui, comme selon lui il y a menace, encore il faut la discuter et l'évaluer cette menace, moi je me demande si c'est pas de sa part un artifice pour s'accrocher à la dernière prérogative dont il dispose, n'ayant plus de majorité, étant bloqué
sur le champ intérieur, on a bien vu, Emmanuel Macron veut compter et veut peser à l'international. En l'occurrence, moi j'ai un peu l'impression qu'il est le seul à tenir des propos pareils dans un moment où précisément même Volodymyr Zelensky se range derrière le plan Trump qui va être proposé en Russie, à la Russie. Donc on est dans un contexte où on est plutôt dans la recherche de la paix, et Emmanuel Macron, pour affirmer sa singularité, nous rabâche les oreilles avec la menace russe qui, encore une fois, est certes palpable, elle existe, mais il y a quelque chose de suspect là-dedans, et comme il y a quelque chose de suspect dans cette façon brutale de nous vouloir réveiller notre patriotisme et vouloir jusqu'au point de se sacrifier pour la nation. C'est des propos qu'on n'entendait pas du tout avant dans sa bouche, et mais Emmanuel Macron n'est pas seul dans cette histoire. Il est le produit d'un système, il est le produit, je dirais, d'une classe politique française qui progressivement a déserté l'idéal national. Et aujourd'hui, pour des questions de politique politicienne, parce que j'ai quand même plus l'impression que c'est ça, c'est la place d'Emmanuel Macron, c'est vouloir conserver jusqu'au bout, alors il aurait dû démissionner, pour moi, depuis longtemps, vu l'impasse dans laquelle il a mené le pays, l'attitude gaulienne eût été de remettre sa démission humblement et de passer le témoin. Il l'a pas fait, il s'accroche au pouvoir, et donc il manipule des concepts qui ne sont pas du tout à la base des concepts qui sont dans son, on va dire dans son. Alors nous, par rapport à ça, qui sommes patriotes, nous, effectivement, ça nous intéresse qu'il y ait un service national volontaire ou peut-être obligatoire. Moi, j'ai fait mon service militaire à l'époque où il était obligatoire. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça a apporté beaucoup de choses à des générations de Français. Il y avait peut-être des nécessités de le réformer. Il y avait peut-être, l'interrompre brutalement comme l'a fait Chirac. Effectivement, c'est probablement une erreur. Maintenant, il faut retisser ce lien, faire en sorte que la nation française, dont je vous dis 97% des Français n'ont aucun contact avec leur armée. La classe des soldats professionnels, c'est-à-dire de l'armée de profession, c'est quelques pourcents de Français. Donc c'est très peu. Et effectivement, là, il y a quelque chose à recréer, mais la raison de ce constat, elle est la politique qui a été menée depuis des années par la droite comme par la gauche, d'ailleurs. Jonathan Sturel, je reviens avec vous. Comment on fait justement pour faire la distinction entre ce que veulent les dirigeants actuels et ce qu'ils ont réalisé, et ce que doit obtenir, enfin ce qu'on doit donner à la France. Comment on fait pour justement s'opposer à une classe politique qui visiblement ne sert pas nos intérêts, sans non plus tomber dans l'anti-France. C'est parce que c'est le piège dans lequel certains tombent, soit par américanisme, soit par volonté de quitter, de quitter ce pays et d'aller même contre ses intérêts pour porter allégeance à d'autres pays. Parfois, comment on fait pour opérer cette distinction et servir la France, même quand le gouvernement ne fait pas de son mieux en l'occurrence? Oui, c'est une question très intéressante et c'est une question qui mériterait d'être approfondie très très longuement. Je pense que pour commencer à comprendre ce qui se passe, il faut commencer par intégrer l'idée qu'il y a des gens qui n'ont pas l'intention de servir les intérêts de la France, voire qui ont l'intention de nuire aux intérêts de la France, que parmi ces gens, il y a des gens qui sont des puissances étrangères, qui jouent le jeu de la géopolitique, des intérêts contradictoires, etc. Et donc que de chercher à nous nuire représente quelque chose d'assez logique dans le fonctionnement des relations internationales, mais qu'il y a aussi des gens à l'intérieur de notre propre nation qui n'ont pas l'intention de servir les intérêts de la France. Et parmi ces gens qui, depuis l'intérieur de la nation, n'ont pas l'intention de la servir, il y a des gens qui sont au pouvoir de ce pays. Ça paraît fou parce que nous ne sommes pas habitués à entendre des choses pareilles. En tout cas, seulement depuis quelques années, nous commençons un petit peu à comprendre que nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas l'intention de servir la grandeur de la France. Mais c'est quand même une sorte de révolution mentale et cognitive de réussir à admettre que nous sommes potentiellement dirigés, gouvernés au sens politique, au sens institutionnel du terme, par des gens qui ne sont pas là pour servir les intérêts supérieurs de la nation. Ça paraît fou, c'est un effort intellectuel très important qu'il faut faire pour réussir à admettre intellectuellement, à conceptualiser intellectuellement que nous sommes potentiellement dirigés par des gens qui veulent le mal de ce pays. Et moi, je pense que Emmanuel Macron fait partie des gens qui veulent le mal de ce pays, en ce sens que je ne prétends pas qu'il souhaite une invasion militaire de la France
par une puissance qui viendrait la terrasser physiquement parlant. Mais je pense qu'effectivement, la façon qu'il a de vouloir absolument diluer la souveraineté dans une structure européenne, de ne parler que de notre Europe, presque jamais de la France. Lorsqu'il parle des affaires intérieures, il parle surtout de la République. C'est une façon de nuire à la grandeur de la France, puisque c'est une façon de vouloir la diluer dans quelque chose qui serait potentiellement plus grand qu'elle. Donc c'est reconnaître sa petitesse, et je ne crois pas que l'on sert les intérêts d'une nation en ayant un discours qui constamment nous renvoie à la petitesse de la nation qu'on est censé servir et représenter à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc la première étape, c'est même pas une étape politique au sens militant du terme, c'est plutôt une étape, j'allais dire psychologique, mentale, c'est d'arriver à faire comprendre, mais de le faire comprendre réellement, concrètement à nos contemporains, que nous sommes face à des gens qui veulent du mal à notre pays et que ce ne sont pas seulement des puissances étrangères, ce ne sont pas simplement des cinquièmes colonnes au service d'États étrangers, c'est pas simplement des manifestations d'ingérence d'États qui veulent nous déstabiliser, mais qu'il y a à l'intérieur des gens qui sont français comme vous et moi, de vrais Français, qui sont en politique, qui se font élire régulièrement, échéance après échéance, mais qui n'ont absolument pas l'intention de régler véritablement les problèmes de la France et de faire que la France redevienne un grand pays. Donc la première étape est celle-ci, elle est quasiment mais elle est quasiment banale. Voilà. J'espère que j'ai le problème d'internet, mais je crois que je vais en avoir. Oui, on vous a mal entendu, mais vraiment en un mot, si vous voulez conclure, Jonathan Sturel. Je dirais en un mot qu'il ne faut jamais désespérer, que la France, c'est la critiquer comme elle est devenue, et que si nous critiquons la France telle qu'elle est devenue, si nous critiquons les dirigeants de la France actuelle, ce n'est pas un propos dirigé contre la France, mais précisément dirigé contre manifesté pour exprimer notre volonté de sauver ce pays de gens qui lui nuisent, y compris de l'intérieur. Aimer la France, c'est la critiquer qu'elle est devenue. Eh bien, c'est presque des propos weiliens que vous nous donnez ici, Jonathan Sturel. Mais merci de nous laisser avec cette note d'espoir. Merci aussi à vous, Régis Le Sommier, d'être venu pour en fait évoquer notamment cette question du service militaire. Question très intéressante qu'on pourra sans doute étudier à nouveau dans les semaines à venir. Sur la question du général Mandon aussi, merci d'avoir été là. Et puis on vous dit à lundi prochain. Oui, ça marche, vous va avec plaisir. 9h. Voilà. Merci beaucoup Régis. Merci. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.